Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré toujours à l'investissement immobilier, mais nous allons parler plus particulièrement de la thématique de l'hôtellerie, un secteur d'activité qui a beaucoup souffert durant la pandémie. Si nous regardons à présent en 2022 et potentiellement en 2023, on constate que le secteur affiche tout de même une certaine résistance et revient même parfois sur des niveaux de dynamisme d'avant la pandémie, si on regarde notamment en 2019, pour comprendre la résistance de ce secteur, mais aussi les perspectives qu'il peut offrir en matière d'investissement. Nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Anna Cohen. Tout d'abord, bonjour Anna Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes gérante chez Extendam. On va essayer de comprendre un petit peu avec vous les dynamiques de marché dans le secteur hôtelier. Mais nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord également Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent Kutkovitz. Bonjour Nicolas. Vous êtes CEO de Bien Prévoir et de Prime Alliance. On va évoquer également avec vous la dynamique de marché et peut-être aussi un petit focus sur les SCPI qu'on pourra faire ensemble. Anna Cohen, on va commencer avec vous. Le secteur hôtelier était, j'ose le mot, annoncé pour mort ou en tout cas en grande difficulté en 2020 ou en 2021. Et finalement, on se rend compte qu'en 2022, quand on regarde de l'immobilier d'investissement en matière d'hôtellerie, mais donc la dynamique immobilière, la dynamique d'activité derrière, on se rend compte que le secteur résiste plutôt bien finalement. Alors, le secteur a très bien résisté et si j'ai regardé un petit peu il y a un an, on a parlé de la même chose et on s'était rendu compte que l'été avait été très très bon. Donc le secteur a été affecté par la pandémie quand les hôtels étaient fermés. Ça a très bien repris, que ce soit d'un point de vue... Il y a eu moins de transactions, mais les prix des hôtels n'ont pas baissé. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'important d'un point de vue investissement et d'un point de vue opérationnel. On arrive à des résultats supérieurs à 2019 en 2022 avec 3 mois de fermeture. Je crois qu'on est sur des... Alors, RevPAR, c'est le taux d'occupation. C'est l'indice un peu important en hôtellerie qui reprend le taux d'occupation et le prix moyen. C'est la multiplication des deux. Et on est sur des RevPAR de plus en fonction des sociétés, des consultants. On est entre plus 7 et plus 9% par rapport à 2019. D'accord. Donc on fait mieux que 2019. On ne se contente pas de revenir au niveau d'avant pandémie. On fait beaucoup mieux que 2019 avec le taux d'occupation qui, je crois que Deloitte disait que le taux d'occupation était à moins 6%. D'accord, oui. Contre un prix moyen à plus 16%. Donc en fait, on paye plus cher. Il y a un petit peu moins de monde, mais le prix des chambres est un petit peu plus élevé. Mais n'oublions pas qu'il y a eu 3 mois quasiment de fermeture, parce que janvier, février, mars, on était encore en pleine pandémie. Donc les résultats ont été bien meilleurs que sur 2019. Que ce soit en France, en Europe, je crois que le Portugal, c'est plus 16% de RevPAR, le Royaume-Uni, plus 11%. Donc on se rend compte que l'hôtellerie a très bien résisté, que ce soit sur l'hôtellerie de loisirs, mais aussi finalement l'hôtellerie d'affaires où les gens revoyagent et... Donc les visioconférences n'ont pas renvoyé les voyages d'affaires, c'est ce qu'il faut comprendre, Vincent Kutkovitz. Au contraire, je pense qu'en fait, il y a des phénomènes sociétaux qui sont passionnants dans ce secteur-là, comme dans beaucoup d'autres, les bureaux, etc. Mais on voit par exemple qu'il y a un nouveau secteur, une nouvelle typologie de consommateurs, ce sont ceux qui mélangent le business et les loisirs. On parle d'hôtellerie Bleisure, alors c'est difficile à prononcer en français, mais ça existe. Bleisure, oui, c'est ça. On ne va pas trop l'utiliser, mais c'est un phénomène qui existe. Et en fait, on se rend compte que les gens passent quelques jours en séminaire, restent en famille. En réalité, l'hôtellerie est en train de s'adapter complètement au nouveau mode de consommation. Et c'est, je pense, une des explications qu'il y a une forme de résilience. C'est quand même une des économies aussi qui a la meilleure capacité dans un contexte d'inflation comme aujourd'hui à transmettre son augmentation de prix facilement, puisque tous les hôtels aujourd'hui correctement gérés yield leur prix, c'est-à-dire qu'ils ajustent leur prix au quotidien. D'accord, en lien avec l'inflation du coup. En lien avec l'inflation. Alors, ils arrivent. Je vais même aller plus loin. J'ai lu une étude là-dessus de HVS, je ne sais pas si vous l'avez lu, où on a regardé sur 50 ans l'inflation, ils ont regardé la courbe inflation, je crois que c'était sur l'Angleterre, et ils ont comparé les prix moyens, et on voit que les prix moyens surpasse l'inflation de 0,75%. Donc, je suis complètement en ligne avec ça. Donc, on arrive finalement à réintégrer les hausses de prix ou du coût de la vie dans les prix des chambres d'hôtel. Dans les prix des chambres d'hôtel. Et effectivement, la typologie des actifs change et évolue. On voit des lobbies qui ressemblent beaucoup plus de choses, comme on dit, un peu lifestyle, où les gens ont envie de rester, des nomades travelers, des gens qui finalement habitent à la campagne, viennent 3 jours au bureau et restent à l'hôtel.
toute la consommation a changé, a évolué, mais est résiliente et je pense que les gens apprécient finalement de plus en plus d'être dans une chambre d'hôtel. Ouais. Qui donne de la vie. Et Vincent Kutkovitz, alors effectivement, lorsque on a vu les gens retourner à l'hôtel, comme vous nous l'aviez dit, Anna Cohen, on aurait pu se dire, bon, effectivement, il y a l'euphorie de la réouverture des économies, on revient sur des mécanismes similaires, mais la question était de savoir, est-ce qu'on refait exactement comme avant ou non ? Là, on est sur des business un peu différents, même de l'hôtel en lui-même. Je pense qu'il y a des business différents. Mais on n'est pas non plus, on va pas mettre de côté les marchés qui étaient fermés pendant un certain temps, comme les Chinois, qui commencent à revenir. C'est-à-dire que les progressions qu'on évoquait là, c'est sans le marché chinois. Et sans les Asiatiques. Et sans les Asiatiques. Donc on peut imaginer que demain, un Asiatique, le marché chinois, c'est 2% de la consommation en France de tourisme, mais c'est 7% des revenus. Donc c'est des gens qui dépensent beaucoup plus dans l'hôtellerie. Mais donc ça, ces phénomènes sociétaux, je pense que d'une part, il détermine un nouveau mode de consommation de l'hôtellerie. On parle par exemple, on le voit quand on travaille dans une grosse société, on voit que par exemple les séminaires se passent plus à l'étranger. Les séminaires se passent en France. Donc il va y avoir aussi un changement auquel on est en train d'assister à un repositionnement du tourisme d'affaires qui va être plus local. On voit que les Français se déplacent plus en France pour découvrir leur région. On l'avait vu après le confinement et le Covid. Maintenant, on voit que ça devient un mode de consommation durable. Donc ça porte l'hôtellerie. Donc ça porte l'hôtellerie. Ça veut dire aussi que ça porte les nouveaux projets. Ça porte des nouvelles manières d'investir dans l'hôtellerie. Et nous, en tant que promoteurs de solutions d'investissement, c'est ce qu'on regarde. Est-ce que les sociétés de gestion qu'on propose dans nos produits, est-ce qu'elles ont adapté leur modèle d'affaires au nouveau mode de consommation de l'hôtellerie ? Un mot peut-être, Anna Cohen, vous avez évoqué les valorisations qui n'ont pas baissé dans l'hôtellerie. Alors, il y a quand même eu une période assez difficile qui a duré 2 ans pour l'hôtellerie française. Ça veut dire que les opérateurs avaient les reins suffisamment solides pour ne pas avoir à se séparer de biens immobiliers ? On a vu quelques deals qu'on va appeler des deals Covid, évidemment, mais de manière générale, en fait, l'hôtellerie française, à part pour des très 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 gros actifs, est faite c'est de l'hôtellerie familiale. Les hôtels appartiennent à des petits groupes, ça se structure au fur et à mesure. Donc les gens attendent. Ils ont pas eu besoin, il y a eu des PGE, ils n'ont pas eu besoin de vendre, donc ils ont attendu d'avoir les prix qu'ils souhaitaient, ou alors ils voulaient vendre pour d'autres raisons et qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Donc finalement, on a vu une baisse de volume, mais pas une baisse des prix. Ou juste pendant une période assez courte. Parce qu'il n'y a pas eu d'offres supplémentaires qui seraient venues justifier une baisse de prix, par exemple, ou expliquer une baisse de prix. Non, et en plus, on a moins de Airbnb. Donc, donc mécaniquement, il y a de la demande pour les hôtels. Exactement. Nous, on voit un phénomène un tout petit peu différent. On parle avec beaucoup de gérants aussi qui sont peut-être plus généralistes aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a quand même un peu comme sur le phénomène des murs de commerce, où il y a eu une purge quand même, une baisse des prix. Aujourd'hui, on peut arriver à faire des deals dans de meilleures conditions, parce qu'il y a quand même une remontée des taux. D'accord, oui. Voilà, donc ce qu'on paye dans le financement, on le paye un peu moins dans le prix du bien. Oui, d'une certaine manière. Donc on est quand même dans un contexte où on peut imaginer quelqu'un qui a du cash à investir dans l'hôtellerie, il pourra peut-être le faire dans de meilleures conditions qu'il ne l'aurait fait avant le Covid. Bon, même après, je peux comprendre qu'il y a différentes analyses sur le marché. Nous, en tout cas, c'est des choses. Mais alors, du coup, la question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur particulier, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de transactions pour qu'on puisse investir quand même ? Vincent Kutkovitz, tout d'abord. Alors, d'abord, il ne faut pas être restreint que sur le marché français. Nous, les acteurs avec qui on travaille en Europe. Par exemple, on a des SCPI qui proposent d'investir dans l'hôtellerie en France, mais en Europe également, sur différents marchés. Donc, on peut sortir de France, on peut aller aussi sur les dom-tom. Je pense à des club deals, donc on est dans le domaine du private equity immobilier qui investissent dans les dom-tom. Donc le marché est grand. Peut-être certains restent encore à l'écart de l'Asie, par exemple, mais en Europe, rien qu'en Europe, il y a beaucoup de solutions d'investissement aujourd'hui. Et les SCPI, alors c'est une manière particulière d'investir effectivement dans l'hôtellerie, on appelle ça la pierre papier, qui là aussi affiche des taux de distribution qui sont revenus à des niveaux d'avant Covid. Qui ont même dépassé. En fait, là aussi, on dépasse les niveaux de 2019. Je peux vous donner quelques chiffres. Il y a 2 SCPI majeurs exposés à l'hôtellerie en France et en Europe. Ce sont 2 SCPI qui ont délivré en 2022 un taux de 5% à peu près, les deux. Et c'est supérieur au taux moyen qu'elles délivraient avant le Covid. Par contre, elles ont connu une baisse forte du rendement en 2020-2021. Il y a une volatilité, c'est sûr, sur ce genre de produit, mais on était dans un contexte absolument incroyable économique. Maintenant, elles sont en train de performer à un niveau qu'elles n'ont jamais performé, mais c'est 2 SCPI sur un ensemble de 100 SCPI. Alors justement, ça annonce ma prochaine question à Anna Cohen. Effectivement, là, on parle de l'hôtellerie dans son ensemble. Alors, on peut citer des grands groupes hôteliers. En France, on en a beaucoup. Est-ce que ces chiffres témoignent d'une réalité similaire au sein de tous les acteurs, ou est-ce que c'est quelques grands acteurs qui finalement tirent
durcir le secteur et qui amènerait à plus de sélection finalement de stock picking dans les biens immobiliers en lien avec l'hôtellerie? Non, je crois que de manière générale, nous, Extendam, on fait la France, on fait aussi l'Europe, on reste en zone euro, et de manière générale, on a la même tendance à peu près partout. Quelle que soit la taille des acteurs, par exemple, ou l'hôtel familial, alors peut-être qu'il le possède effectivement, l'hôtel familial, mais quelle que soit la taille du groupe hôtelier, finalement, vous constatez que la dynamique est la même, quelles que soient les régions aussi? La dynamique est la même, il y a quand même une forte dynamique. Alors effectivement, en région, on va plutôt avoir tendance, nous, à regarder des actifs avec des sous-enseignes. D'accord. Mais ce que je dis n'est pas obligatoirement vrai pour certaines villes françaises, des plus grosses villes. Mais aujourd'hui, oui, on voit une tendance quand même, un appétit de manière générale, que ce soit pour des petits hôtels à Paris ou des plus gros hôtels, des gros porteurs. Il y a vraiment... sous-enseigne, non, je confirme. Vous confirmez que c'est effectivement un mouvement global? Voilà. Pour moi, c'est un mouvement, confirme, bien sûr. Pour moi, c'est un mouvement global. Et Vincent Gutkovitz mentionnait à l'instant cette réouverture de la Chine, ou en tout cas cette arrivée potentiellement effectivement d'un certain nombre de touristes venus des pays d'Asie, ou en tout cas qui pourrait permettre également d'aller investir là-bas, même si c'est effectivement pas le champ d'Extendam. Est-ce que ça annonce une année 2023 qui continuerait à progresser en matière de performance? C'est trop tôt pour le dire, j'imagine. Moi, j'ai regardé un peu ce que les hôtels avaient déjà, les hôtels du portefeuille dont je m'occupe, ce qu'ils avaient un tout petit peu dans ce qu'on appelle des on the book, donc dans le pipe. D'accord. On est plutôt assez content. Il y a plutôt de tendance à confirmer cette bonne reprise 2022 sur 2023. Évidemment, s'il y a une pandémie qu'on referme des hôtels, on ne va pas y arriver. Mais bien sûr, parce que il n'y a plus de raison que ça arrive aujourd'hui. On sait le gérer. Alors qu'on ne le savait pas il y a quelques années maintenant d'ailleurs. Bien sûr, oui. Donc les Chinois reviendront à un moment, où l'Asie reviendra à un moment, et ça sera plutôt très bénéfique, notamment pour... C'est souvent des groupes donc, qui vont dans des hôtels en périphérie de Paris, qui se remplissent les week-ends, c'est des hôtels business. Donc ça, ce sera quand même quelque chose qui manque toujours. Et on a la clientèle américaine qui revient aussi depuis quelques mois, ce qui est très positif. Je rebondis là-dessus. Effectivement, quand on parle de l'immobilier de bureau, on entend souvent que les emplacements ont peut-être un petit peu changé. On cherche plus du cœur de ville, un peu moins de la périphérie. Là, pour les hôtels, finalement, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas forcément la même dynamique. En fait, les sièges des très grosses entreprises sont rarement... il y en a, mais on est rarement dans le centre de Paris. On est souvent un peu en périphérie, à côté de Puteaux, si on prend la Défense, Poissy, où il y a Stellantis. Voilà, donc toute cette dynamique-là, c'est des hôtels qui ont quand même une vraie clientèle corporate et qui devraient la garder. Il n'y a pas de raison que tout le monde bouge. Et finalement, on parlait de télétravail, on en a moins que pensez tous. Qu'anticiper, oui. Et donc, il y a encore des gens qui se déplacent, finalement. Je pense qu'on est tous retournés au bureau et on est ravis d'y être et de voir des gens, non? Bien sûr, mais est-ce qu'on va à l'hôtel pour autant? C'est ça la question, Vincent Gutkovitz. Non, moi je pense que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un phénomène. Alors certes, les hôtels de centre-ville, c'est vrai que si on fait le lien avec ce que nous disent les gérants de SCPI de bureau, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un flight to quality dans le domaine de l'immobilier de bureau, c'est-à-dire qu'on veut revenir dans les centres-villes. On est un peu moins en périphérie, mais je pense que ça va soutenir, quoi qu'il arrive, l'hôtellerie de centre-ville. En tout cas, si on prend le prisme bureau, c'est ce qu'on voit. Et après, je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est là dans la durée, c'est que les gens veulent sortir des grandes villes aussi. Le post-Covid, c'est aussi ça. C'est aussi le tourisme d'affaires va devenir un tourisme où on emmène ses équipes pendant quelques jours pour une mise au vert. Ouais. Et ça, on ne le fait pas dans le centre de Paris. Donc je pense que là aussi, il faut avoir... Moi, j'ai aucune inquiétude sur l'hôtellerie dans Paris, ou dans le centre de New York, ou dans le centre de Berlin. Et je pense que là où il y a des opportunités à saisir, ça va être sur le repositionnement peut-être de lieux un peu en dehors des grandes villes, où on va attirer un nouveau tourisme d'affaires. Parce que on parle de télétravail, certes, les gens reviennent au bureau, mais les gens sont encore en télétravail un petit peu. Ils ont besoin de se retrouver. Les séminaires, ce sont plus des séminaires proches de chez soi. On va peut-être plus prendre l'avion. Donc c'est là où il y a des opportunités qu'il faut être assez fin dans l'analyse pour se positionner sur les modèles de demain. Moi, pardon, je rebondis, mais en fait, le tourisme d'affaires, c'est pas que le centre de Paris. Ouais. C'est pas que... ça, c'est d'ailleurs peut-être le tourisme pas d'affaires pour le coup. Non, mais voilà, et c'est pas que des hommes ou d'affaires qui voyagent, c'est aussi des ouvriers. C'est aussi des gens qui se déplacent dans des petits hôtels, c'est des commerciaux
assez simple, bien sûr, qui finalement, donc le tourisme aussi en province d'affaires, et tous ces hôtels en périphérie qui sont près des autoroutes notamment, ça aide, c'est des hôtels qui sont pleins à craquer la semaine, bien sûr, parce qu'il y a des commerciaux, des ouvriers, et ça va être des hôtels plus économiques et plus budget, mais qui vont très bien marcher. Et qui là aussi tire la dynamique finalement du secteur. Et de toute façon, ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Contrairement à quelqu'un qui vient de Berlin pour faire un rendez-vous à Paris, qui peut le faire en visio, un commercial, il faut qu'il se déplace. Oui, bien sûr. Un ouvrier, il faut qu'il se déplace. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on a vu que l'hôtellerie provinciale en France avait mieux résisté que dans les grandes villes, parce que ces gens-là, de toutes les manières, Covid, pas Covid, à un moment, il faut manger, quoi. Donc il faut y aller. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Anna Cohen. Je rappelle que vous êtes gérante chez Extindam. Merci Vincent Kutkovitz. Je rappelle que vous êtes CEO de Bien Prévoir et de Prime Alliance. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.